Imaginez un château si somptueux qu'il a déclenché la jalousie du roi le plus puissant d'Europe et qui a envoyé son propriétaire en prison à vie. Voici l'incroyable histoire du château de Vaux-le-Vicomte qui a coûté sa liberté à son propriétaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de faire cette première vidéo un petit peu d'histoire de l'art. Aujourd'hui nous allons voir comment le château de Vaux-le-Vicomte a bouleversé le destin de son créateur et a marqué l'histoire de l'architecture française. Il est évidemment impossible de commencer cette vidéo sans vous parler de qui est Nicolas Fouquet, le principal intéressé de cette vidéo. Malheureusement pour lui, vous allez le comprendre. Nicolas Fouquet est issu de la grande bourgeoisie, celle anoblie par les charges et le service du roi. Né en 1615, il est le fils de François Fouquet, conseiller au Parlement de Paris, et il devient lui-même conseiller au Parlement de Metz en 1633 à seulement l'âge de 18 ans. Il évolue très rapidement dans sa carrière en devenant maître des requêtes en 1636, intendant du Dauphiné en 1643, puis intendant de la Généralité de Paris en 1648. En 1650, à l'âge de 35 ans, il achète la charge de procureur général au Parlement de Paris. En plus d'avoir une bonne place dans la société, Nicolas Fouquet fait aussi partie des bons cercles de la société, il est très bien entouré. Défenseur d'Anne d'Autriche, du cardinal Mazarin et de Louis XIV pendant la Fronde, il en est récompensé en étant nommé surintendant des finances aux côtés d'Abel Servien en 1653. Son collaborateur meurt en 1659, ce qui fait que Nicolas Fouquet est seul surintendant des finances à partir de ce moment-là. Il devient dès lors, et je vous le dis tout de suite, l'homme le plus puissant de France, après le cardinal Mazarin, qui est considéré comme étant le premier ministre du roi, ou le principal ministre, évidemment après Louis XIV. Il en va de soi. Petit souci, surtout pour un surintendant général des finances, c'est que Nicolas Fouquet s'enrichit très rapidement, alors que, en parallèle, la dette du royaume, elle, s'aggrave considérablement. Il était un grand mécène, et il était entouré de très grands courtisans. Pour donc achever et cristalliser son pouvoir et sa fortune, il décide de construire un château à son image, qui reflète ce qu'il est et ce qu'il possède. C'est dès lors le début de la construction du château de Vaux-le-Vicomte. Nicolas Fouquet a reçu le fief de Vaux-le-Vicomte en 1641. C'est 20 ans plus tard qu'il décide d'en faire son joyau, à l'image de sa richesse et de son influence, comme vous avez sans doute dû le comprendre. Pour construire son château, Nicolas Fouquet va s'entourer de personnes pas très connues. Vraiment, on n'en a jamais entendu parler. Pour l'architecture, il fait appel à Louis Le Vau. Pour la décoration, il fait appel à Charles Lebrun. Et pour les jardins, il fait appel à André Le Nôtre. Évidemment, parce que je n'ai vraiment pas envie que les premiers degrés me prennent par le callback, ces noms sont très très connus, surtout si vous avez déjà été intéressé par la construction du château de Versailles. Et donc vous verrez un peu pourquoi tous ces noms sont reliés, mais évidemment ce sont des noms illustres pour l'époque, pour l'histoire de l'art au XVIIe siècle en France. Voilà, peut-être qu'on reviendra sur ces noms dans d'autres vidéos. Je continue ma vidéo sur le château de Vaux-le-Vicomte, mais il a vraiment pris la crème de la crème, tout simplement. L'architecte Louis Le Vau jouit déjà d'une très bonne réputation en 1653 quand Nicolas Fouquet fait appel à lui. Il est le premier architecte du roi et il est considéré comme étant l'ambassadeur du style italien en France. Comme ce qui se fait beaucoup dans l'art à cette époque-là, Louis Le Vau puise ses références dans l'Antiquité. Et ces différentes sources vont lui permettre d'imaginer
à Vaux-le-Vicomte un style qui lui est propre, nouveau et puissant. Et c'est ce style qui deviendra le socle de l'architecture française pour le siècle à venir. En France, hein, en tout cas. Je dis bien l'architecture française. Lorsque l'on parle d'architecture classique en France, c'est évidemment ce dont il est question ici. On parle très souvent, ou en tout cas on prend comme référence très souvent le château de Versailles. Mais on en oublie d'où est-ce qu'il a puisé son inspiration. Et le château de Vaux-le-Vicomte est le bâtiment principal qui a inspiré Louis XIV pour construire le château de Versailles. Parce que, si vous le savez, et de toute façon je vous l'ai déjà spoilé quelques phrases auparavant, mais le château de Versailles a été construit par l'architecte Louis le Vau, décoré par Charles le Brun, et les jardins ont été faits par André le Nôtre. Voilà, on retrouve encore une fois la crème de la crème. Donc en effet, le château de Vaux-le-Vicomte est une œuvre, une création innovatrice qui marquera les débuts de l'architecture classique en France. La première modification majeure est l'abandon de la brique, à qui on préférera la pierre seule, pierre blanche, comme on adore dans l'architecture classique. Deuxième innovation, au lieu de faire un étage en enfilade, donc avec des appartements en enfilade, on va faire un couloir qui sépare 4 appartements indépendants les uns des autres. Et ça c'est innovateur parce qu'à l'époque, voilà, il y avait un couloir, non même pas, on montait un escalier qui nous faisait venir dans une pièce et ensuite on traversait l'étage pièce par pièce, voilà, ce qu'on appelle les pièces en enfilade. Là, il y a un couloir et toutes les pièces sont indépendantes les unes des autres, ce qui offre évidemment une plus grande intimité. Intimité qui était jusqu'alors assez inconnue. Ainsi, le rez-de-chaussée devient l'étage d'apparat, où l'on va faire les fêtes, où l'on va inviter du monde, etc. Vous l'avez compris, généralement c'est l'étage le plus beau, le plus riche. Et ensuite l'étage supérieur, tout aussi riche, hein, quand même, on va pas se mentir, c'est donc l'étage privé, des appartements privés. Cela devient une norme et jusqu'à très longtemps après, puisque, petit exemple au hasard, si vous allez au musée Nissim de Camondo dans le 8e arrondissement à Paris, c'est donc un c'est un hôtel particulier dans Paris qui est construit, qui a été construit à la fin du 19e siècle, mais qui est selon les codes de l'architecture classique française. Et donc le rez-de-chaussée, enfin le premier étage, c'est un peu particulier au musée Nissim de Camondo, mais on va dire donc l'étage principal dans lequel on entre, c'est l'étage d'apparat, en tout cas celui qui donne sur le jardin, l'étage d'apparat qui est extrêmement riche, et le deuxième étage c'est l'étage des appartements privés. Voilà, il est fait exactement selon cette architecture dont je viens de vous parler, donc vraiment voilà, c'est cette architecture a vraiment posé des bases qui ensuite ont été fondatrices pour l'architecture qui va venir après. Et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous le voyez très bien dans vos maisons, généralement au rez-de-chaussée, c'est l'endroit où on invite les gens, avec le salon, la cuisine, etc. Ou terrasse si vous en avez une. Et généralement, à l'étage supérieur, ce sont les chambres, c'est tout ce qui est beaucoup plus privé et un peu plus à l'écart des yeux, c'est plus intime. Voilà, on a gardé cette architecture. Bref, je me suis un petit peu égarée, mais c'était pour que vous compreniez bien à quel point quand même c'est une architecture qui a posé des fondations très importantes dans l'architecture française. Et parmi les autres prouesses architecturales que l'on peut noter, on peut évidemment parler de ce dôme ovoïde qui marque par sa technicité et son esthétisme. Néanmoins, le château de Vaux-le-Vicomte conserve des éléments qu'on peut dire ringards, comme les pavillons d'angle avec leurs hauts toits, les douves et les ponts-levis. Ça, vous le savez très bien si vous avez suivi vos cours de Moyen-Âge en primaire. Les douves et les ponts-levis, ça fait partie du Moyen-Âge. Et pour inaugurer ce beau château, alors même que les travaux sont à peine terminés, Nicolas Fouquet décide de faire une grande fête. En 1661, une fête qui va devenir légendaire. Cette fête, ça va être un peu paradoxal, mais cette fête est organisée en l'honneur de Louis XIV.
Elle a été organisée donc par le maître d'hôtel du château de Vaux-le-Vicomte, François Vatel. On ne va pas oublier son nom, il a été très important, c'est lui qui a organisé toute la fête quand même. Et Nicolas Fouquet, pour honorer son rôle, va employer toutes les magnificences possibles qui existaient à cette époque. Donc imaginez-vous un peu, on va essayer de se remettre dans le bain, lorsque les invités arrivent sur le domaine, ils sont d'abord accueillis par des allégories, donc des statues allégoriques, pensées par Charles Lebrun, qui représentent le surintendant, donc Nicolas Fouquet, sous la forme d'écureuil ou du soleil. Le symbole de l'écureuil, c'est celui de la famille de Nicolas Fouquet, Fouquet qui veut dire écureuil en langue angevine, et donc leur devise c'était, alors attention je vais parler dans un latin incroyable, quonon ascendet, ascendet ou ascendet, je crois que c'est ascendet, quonon ascendet, qui signifie jusqu'où ne montera-t-il pas. Voilà, ce qui montre très bien l'ambition de la famille de Nicolas Fouquet de gravir les échelons de l'échelle sociale. Voilà, Nicolas Fouquet y a plutôt bien réussi et donc là il veut le mettre en avant, donc évidemment voilà, il y a des allégories de l'écureuil et du soleil, symbole qui sera repris par Louis XIV plus tard, qu'on appelle maintenant le roi soleil. Une fois les invités arrivés sur le château, ils sont répartis dans plusieurs pièces pour consommer ce qu'on appelle un ambigu, c'est-à-dire un buffet sur lequel est présenté tous les plats salés et sucrés. Les invités sont ensuite servis dans un service en vermeil qui représente un luxe de très haut niveau que même le roi ne peut s'offrir. Après le repas, les invités sont conviés pour une représentation d'une comédie-ballet, la première du genre, et proposée donc par les deux Baptistes, c'est-à-dire Jean-Baptiste Poquelin pour Molière et Jean-Baptiste Lully pour le musicien Lully. Donc encore une fois, nous sommes dans la crème de la crème. Encore une fois, c'est vraiment les mêmes artistes que l'on retrouve ensuite au château de Versailles. C'est tout pareil. Lors des intermèdes de cette pièce de théâtre, il y a des petits elfes qui sortent des buissons et qui donnent des petites gâteries ainsi que des diamants aux dames de la soirée. En retournant ensuite vers le château, les invités sont surpris par un somptueux feu d'artifice au-dessus du château de Vaux-le-Vicomte. Vous imaginez la splendeur que ce doit être. Jean de La Fontaine écrivit dans une lettre du 22 août 1661, donc vraiment 10 jours après la fête, à un de ses amis, Maucroix, pardon. Tout combattit à Vaux pour le plaisir du roi. La musique, les eaux, les lustres, les étoiles. Donc vous imaginez bien l'état dans lequel ils sont tous. Le repas est somptueux, la fête est magnifique, il y a des feux d'artifice, il y a des scènes de théâtre, et il y a même des petits spectacles par-ci par-là qui utilisent des technologies très avancées pour l'époque. Voilà, des choses mécaniques, etc. Ça, ils adoraient pour l'époque. Il y en a. Nicolas Fouquet a voulu en faire beaucoup, puisque c'était une fête en l'honneur du roi. Il en a peut-être fait trop. Il en a peut-être fait trop parce que c'est une fête qui aurait pu être organisée par le roi lui-même, tellement c'était magnifique. En faisant honneur au roi, malheureusement Nicolas Fouquet s'est mis sur un même pied d'égalité que le roi. Et évidemment, vous en doutez, ça n'a pas plu du tout. Mais c'est là où on va peut-être un petit peu rembobiner et on va faire attention, on va temporiser les choses. Voltaire a écrit « Le 17 août, à 6 h du soir, Fouquet était le roi de France. À 2 h du matin, il n'était plus rien. » En effet, c'est lors de cette soirée que le sort de Nicolas Fouquet s'est joué. Et pourtant, Louis XIV avait déjà décidé, bien avant cette fête, que sa fin allait être proche. Donc Louis XIV, bien avant cette fête du 17 août 1761, avait déjà décidé d'arrêter Fouquet. Il était manipulé par Colbert, vous devez sans doute connaître ce nom, qui vouait une jalousie immense pour le surintendant des finances. Colbert a tout simplement profité de l'étalage de richesses dont faisait preuve Nicolas Fouquet pour l'accuser d'avoir détourné des millions des caisses du royaume. Le royaume ayant des dettes absolument faramineuses,
et Nicolas Fouquet étant le surintendant des finances, c'est lui qui s'occupe de tout ça, c'était pas très difficile en fait de convaincre Louis XIV que c'était de la faute de Nicolas Fouquet. Et malgré les avertissements du cercle proche de Nicolas Fouquet, ce dernier n'a pas voulu se méfier. Et malheureusement, avec la mort de Mazarin le 9 mars 1661, donc environ 5 mois avant cette fameuse fête, Nicolas Fouquet perd son principal allié. Mazarin, c'était lui qui lui permettait d'avoir une influence si importante au sein de la cour de Versailles. Rappelez-vous, Nicolas Fouquet avait défendu Mazarin lors de la Fronde, alors que Mazarin et donc Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, étaient tous les deux presque à 2 doigts de la mort. Voilà, la France entière, j'abuse évidemment, était contre eux deux. La France disait que c'était des étrangers qui n'avaient rien à faire en France, etc., etc. Ils étaient dans le pétrin. Mais Mazarin avait énormément d'influence en France. S'il était si peu aimé, c'est justement à cause de ça. C'était un Italien en France qui avait une influence et une richesse incomparable. C'était vraiment le plus riche de France, tout simplement. Et donc il avait un cercle et une influence folle. Il fallait être dans ces petits papiers pour pouvoir survivre à la cour de Louis XIV. Mais donc à la mort de Mazarin, toutes les cartes sont évidemment redistribuées. Et Colbert en a profité pour retourner la situation à son avantage, et c'est comme ça que Nicolas Fouquet a été relégué au second plan, tout simplement. Et donc, on pourrait faire cette petite métaphore, ça me plaît bien, Fouquet, tel Icare, a voulu voler trop proche du soleil. Et tel Icare, il s'est brûlé les ailes. Le roi, donc avec cette fête qui était absolument scandaleuse par rapport à la richesse qui a été employée, eh bien il décide d'arrêter Nicolas Fouquet. Pour lui, c'était la preuve de trop de sa culpabilité. Fouquet est donc arrêté le 5 septembre 1661 par le capitaine-lieutenant de la compagnie des mousquetaires, que vous connaissez sans doute tous, d'Artagnan. Il sera ensuite condamné au bannissement à vie, mais par un petit jeu de pouvoir de Louis XIV, il sera finalement emprisonné à vie. Vaux-le-Vicomte est alors mis sous scellé et le roi prend tout ce qu'il a envie de prendre. Il prend tout. Il prend tout ce qu'il y a dans le château. Donc tapisserie, mobilier, livres, peinture, tapis. Il n'y a plus rien. Madame Fouquet mettra 10 ans à récupérer son bien où elle se retirera tranquillement avec son fils. Mais après la mort de ce dernier, elle se résout à quitter Vaux-le-Vicomte et à le vendre. Cela se fera en 1705. C'est donc Claude-Louis Hector de Villars, maréchal et pair de France, qui va devenir propriétaire du domaine de Vaux-le-Vicomte. Je vous en parle pour vous expliquer un petit peu ce qu'est devenu Vaux-le-Vicomte aujourd'hui. Le fils de ce monsieur Hector de Villars là, va le revendre en 1764 au duc de Praslin. Et c'est ensuite, un siècle plus tard, en juillet 1875, que le domaine est mis en vente aux enchères. À ce moment-là, le château est complètement vide et les jardins à la française qui avant étaient absolument magnifiques, aujourd'hui n'en existe plus rien, d'accord? Enfin aujourd'hui, en 1875 du coup. Et c'est donc un amateur d'art, Alfred Sommier, qui décide de racheter le domaine et qui commence petit à petit à le restaurer et à lui redonner toute sa gloire et toute sa beauté d'antan. Et c'est sa descendance qui poursuivra son œuvre jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez évidemment aller visiter le château de Villeconde à quelques encablures de Paris. Ce n'est vraiment pas très loin et le château est magnifique. Les jardins ont retrouvé leur splendeur et je pense que c'est un château un petit peu sous-coté qui finalement est vraiment très très beau. Est-ce qu'il serait aussi beau que le château de Versailles? Là est la question. Là il y a débat, chacun ses goûts. Mais ce qui est sûr, c'est que le château de Versailles, c'est très fortement inspiré du château de Vaux-le-Vicomte. Et voilà, la fin de cette vidéo. Vaux-le-Vicomte, c'est un château magnifique, mais c'est un château tragique qui finalement n'a pas si mal terminé sa vie, puisqu'aujourd'hui il est encore là. Il est encore debout malgré la Révolution. Et vous, que pensez-vous donc de cette histoire? Est-ce que la grandeur de Fouquet méritait-elle un tel destin?
N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, évidemment à vous abonner si vous souhaitez plus de vidéos de ce style, et n'hésitez pas à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous!